Les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Vous avez commencé par monter sur une seule planche avant de passer des centaines de soirées sur beaucoup d'autres. Vous avez connu toutes sortes de vagues, celles de l'océan, celles des applaudissements et même parfois du vague à l'âme. Vous sortez un album que vos fans attendaient depuis très longtemps. Il s'intitule « Au large des villes ». Nous allons en parler en long, mais justement aussi en large. Bonjour Tom Frager. Bonjour Jacques. Alors il faut rétablir une vérité historique. Il y a des gens qui disent Tom Frager alors que votre nom c'est Tom Frager. Exactement, mais j'ai été habitué dès le plus jeune âge dans les compétitions de surf, justement où à l'étranger, souvent on m'appelait Frager, sans doute parce que le Tom a une connotation anglophone. Et en fait, c'est Thomas. Et comme vous dites, on va chez le boulanger et pas chez le boulanger. Exactement. Alors, le principe de l'émission, c'est d'évoquer bien sûr cet album. On va écouter quelques extraits. Et quand je dis que vos fans attendaient depuis longtemps, ça a été un parcours du combattant. Mais on va revenir sur votre premier parcours du combattant à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, Tom Frager, c'est le 25 novembre 1993. Alors, je crois que ce jour-là, vous devenez vice-champion de France de surf en Guadeloupe. Tout à fait. Alors, c'est une date importante pour moi parce que c'est le premier résultat important d'une carrière sportive ensuite. Et puis en Guadeloupe où je grandis en plus devant mes copains, mes parents. Voilà, à quelques secondes de la fin d'ailleurs, j'étais champion de France, mais mon copain Fredo Robin a pris une très belle vague et il est passé champion de France. Et c'était d'ailleurs assez annonciateur de ce qui va suivre parce que j'ai fait beaucoup de finales internationales et j'ai souvent été second quand même. Alors, vice-champion de France, c'est quand même pas mal, mais les vagues en Guadeloupe, on les connaît mal parce qu'on connaît les vagues de Biarritz, elles sont très fortes. En Guadeloupe ? Oui. Il y a des très belles vagues en Guadeloupe. Ce sont des vagues différentes de celles de Biarritz parce qu'à Biarritz, ce sont des vagues de sable, alors qu'en Guadeloupe, ce sont des vagues qui déroulent sur des barrières de corail. Donc c'est un petit peu différent comme exercice, mais il y a des très jolies vagues, surtout l'hiver, avec les grosses dépressions qui viennent du nord-est des États-Unis, ce qu'on appelle des fronts froids, qui poussent et qui génèrent de la houle sur tout l'arc antillais. Voilà. Alors, ce qui est fascinant en Guadeloupe, c'est que c'est une île qui a donné beaucoup de sportifs. Liliane Thuram, Thierry Henry, Laura Flessel, Marie-Jo Pérec. C'est étonnant quand même. C'est vrai. D'ailleurs, la Caraïbe en règle générale, parce que Usain Bolt, tous les Jamaïcains dans l'athlétisme, qui sont la Jamaïque qui est juste en face de la Guadeloupe à côté. Mais c'est vrai que la Guadeloupe est un vivier de sportifs de haut niveau assez incroyable et actuellement plus que jamais en surf, puisqu'on a, je dirais, sur le tour 5 ou 6 jeunes surfeurs qui peuvent prétendre à se qualifier dans l'élite mondiale. Voilà. Comment l'expliquer ? Je crois que le terrain de jeu est déjà très approprié. On peut s'entraîner toute l'année dans de l'eau à 30 degrés. C'est pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Ça donne envie d'aller surfer quand les conditions sont pas terribles. De savoir que l'eau est à 30 degrés, ça facilite un peu la chose. Et puis je crois que on leur donne les moyens de développer leurs compétences. Alors Tom Frager, vous n'êtes pas né en Guadeloupe, mais à Dakar, un autre pays chaud. Tout à fait. Et vous avez grandi finalement en Guadeloupe. Oui, j'ai vécu d'abord 10 ans en Afrique, entre le Sénégal et le Mali. Et puis ensuite, je suis parti vivre en Guadeloupe à l'âge de... Pourquoi ? J'ai un papa qui a travaillé toute sa vie dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l'environnement. Et donc, il nous a emmenés avec lui au gré de ses différentes missions. D'abord en Afrique, où il allait installer des pompes à eau dans des villages pour les alimenter en eau potable. Et puis ensuite, il s'est dirigé vers tout ce qui est solaire, éolien, etc. Et donc ensuite la Guadeloupe. Voilà. Il a été un pionnier du genre, puisqu'à l'époque, à part Daniel Balavoine qui voulait installer des pompes à eau au Sahel, et malheureusement, si j'ai écouté la vie, on n'en parlait pas beaucoup. C'est vrai. Et je le vois comme une vraie chance d'avoir eu un papa comme ça qui nous a très jeunes sensibilisés à l'écologie, à la maîtrise de l'environnement et à cette prise de conscience hyper importante, qui est l'écologie. Alors, la Guadeloupe, c'est un lieu touristique, mais c'est un paradis, puisqu'il y a même, je crois, on voit des photos, il y a des chèvres, des pélicans au bord des routes sans les moindres problèmes. C'est vrai. Tout ce petit monde cohabite très bien. Et surtout du côté de Danse-Bertrand, dans le nord de la Grande Terre. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement, avec effectivement tous ces
ces champs de canne à sucre et ces oiseaux qu'on appelle les pique-bœufs qui viennent manger les parasites sur le dos des bœufs, des vaches, tout le monde en liberté comme ça, c'est génial. On grandit en liberté, ça n'empêche pas de travailler bien à l'école, de vivre normalement. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la vie dans les îles, c'est simplement glander au bord de l'eau, mais les gens vont travailler comme tout le monde. Voilà. Alors, le surf, c'est venu comment au départ, Tom Frager ? Le surf, c'est un peu une histoire de famille, même si nous sommes, mon frère et moi, les premiers de la famille à avoir vraiment, je dirais, mis le pied à l'étrier de la compétition. Mon père s'était essayé un petit peu dans les années 70, voilà, à l'époque des deux Rhônais, etc., dans le sud-ouest. Mais sans trop de conviction. Et quand on est parti vivre en Guadeloupe, déjà quand on vivait en Afrique, on revenait passer tous les étés du côté de Hossegor, Cabreton, dans les Landes et le Pays Basque, où j'ai une grande partie de ma famille. Mes grands-parents sont du Béarn et mes autres grands-parents donc dans les Landes. Et donc forcément, étant donné que c'est la capitale du surf en Europe, on était sur la plage à regarder les champions du monde qui venaient surfer. Et puis un jour, j'ai dit à mon père, j'ai vraiment envie de me mettre dans l'eau. Et quand on est parti en Guadeloupe, c'était l'occasion. Voilà. Et donc le surf, il y a eu un amour immédiat. Immédiat, depuis toujours, et ça ne m'a jamais quitté. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir eu une première vie dans laquelle le surf était... Alors j'ai toujours continué mes études par ailleurs, hein, mais le surf était très présent et la musique était déjà là, mais... on va dire, entre les compétitions de surf. J'avais toujours ma petite guitare avec moi pour me détendre, pour jouer des chansons aux copains. Et puis j'ai inversé les choses un peu plus tard, mais je pense qu'on va en parler. Voilà. Je me suis interrogé sur l'origine du surf. D'après les historiographes, ses origines seraient à Hawaï. Le body surf serait en Polynésie. Et on a trouvé justement en Polynésie un surf similaire à celui qui se pratique aujourd'hui, avec une seule planche, mais remontant à 3 siècles passés. Alors ça, je ne le savais pas. C'est vrai que pour moi, le surf, de ce que j'avais lu, c'était considéré un peu comme le sport des rois à Hawaï. Voilà. Et à Hawaï, à l'intérieur d'un tombeau, il y a la plus ancienne planche de surf connue à ce jour, à Kokena. Des archéologues pensent qu'il s'agissait de la sépulture d'une chefesse nommée Kanemuna, qui régnait au début du XIVe siècle. Et cette planche à surf était fabriquée dans le fond de l'arbre à pain. Incroyable. Et elle a été retrouvée en parfait état de conservation. Je savais que j'allais apprendre des choses en venant. Alors, les heures d'entraînement, effectivement, ça veut dire aussi les études et ça veut dire le surf. Vous avez un diplôme de sciences et techniques des activités physiques et sportives. Qu'est-ce que c'est, Tom Frager ? Ah oui, c'est ce qu'on appelle STAPS communément, c'est-à-dire c'est une licence, donc 3 années après le bac, où j'ai appris la psychologie du sport, la physiologie, la biomécanique. Je me destinais en fait à entraîner l'équipe de France de surf et j'avais commencé à intégrer toute la partie théorique, étant donné que j'avais déjà la partie pratique, moi étant surfeur de l'équipe de France. Donc ça me plaisait bien comme objectif de vie, mais c'était sans compter le coup de foudre avec la musique. Voilà, je vous en reparlerai aussi. Mais ce qui est fascinant, c'est que vous êtes aujourd'hui le surfeur local le plus titré de votre génération. Je crois que vous avez gagné 10 fois le championnat de Guadeloupe. Oui, c'est vrai que... Alors, j'ai souvent fait second sur les compétitions internationales. Je suis passé à chaque fois à rien du tout d'être champion d'Europe, champion de France, champion panaméricain, etc. Mais j'avais au moins le mérite d'être à chaque fois parmi le trio gagnant. Et un peu comme Poulidor dans le vélo, ouais. je terminais souvent second. Voilà. Mais il y a une image du surfeur qui est le type musclé, genre Monsieur Muscle dans les fêtes foraines. C'est pas du tout ça le surf, Tom Frager. Le surf, je crois... Aujourd'hui, il y a des clichés qui accompagnent le surf, des clichés très forts. Celui, effectivement, du blond cheveux longs dans son van Volkswagen, éventuellement avec un chien et qui fume des choses pas toujours licites. Je crois que le surf, c'est beaucoup plus que ça. C'est un art de vivre, c'est une vraie philosophie. Et surtout, aujourd'hui, c'est un sport qui s'est extrêmement développé là, depuis, je dirais, les 15 dernières années. C'est un sport qui fait appel à des aptitudes physiques très importantes. Et donc aujourd'hui, ce sont des vrais athlètes, les surfeurs professionnels. On ne devient pas surfeur professionnel en glandant sur le bord des plages. Il faut s'entraîner très très dur. Et voilà. Et le surf, c'était aussi une chanson. Je ne sais pas si vous le savez. En 65, Sylvie Vartan a chanté « Viens danser le surf ». C'est pas vrai. Viens danser, le surf nous entraîne, viens danser, ton cœur est en
En fait, il y avait le hooly-gooly, il y avait le twist, le Madison qui restait, et le surf a été la danse de l'été 65. Franck Alamo, Sylvie Vartan et quelques autres s'en sont emparés. Ça alors, j'étais pas au courant, alors c'est vrai que ça doit correspondre à peu de choses près à l'époque des Beach Boys, je suppose. Oui, à peu près. Et du coup, sans doute que c'était aussi un phénomène de mode. Le surf, de toute façon, c'est quelque chose d'assez attrayant. Ça évoque la nature, l'océan, la liberté, les voyages, donc... je crois que c'est plutôt porteur, on va dire. Voilà. Et il y a aussi la chanson, et on en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 22 avril 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Tom Frager. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tom Frager, champion de surf mais aussi musicien. Et le 22 avril 2006, ça vous dit quelque chose ? Sorti d'un album qui s'appelle Bloom Inside. Ah, tout à fait. Mon tout premier album avec le groupe Goyave, des 3 copains dans le sud-ouest. Un groupe avec lequel j'ai fait mes armes dans les cafés-concerts du sud-ouest d'abord, et puis un peu plus largement ensuite. Alors, tout est parti, je crois, Tom Frager, d'un problème de santé, une extension osseuse de la cheville. Vous avez dû vous faire opérer, arrêter le surf, et il y a eu la musique. Oui, alors en fait c'est un tout petit peu différent de cela, c'est-à-dire que oui, j'ai eu une extension, une excroissance osseuse dans la cheville qui a fait qu'à un moment donné j'ai mis de côté et mes études à la fac de sport et mes compétitions de surf. La musique était déjà très très présente dans ma vie, mais j'avais pas prévu d'en faire un métier, j'en avais pas la prétention du tout non plus. Et dans cette période, on va dire, de convalescence après l'opération, je me suis adonné encore plus à la musique puisque j'avais du temps à lui consacrer. Et j'ai fait une école de musique à Bordeaux qui s'appelle le SIAM, qui est une école de musique actuelle. Et durant cette année, j'ai fait des rencontres parce que pour moi, vraiment, mon histoire dans la musique, ce n'est que des rencontres. Et voilà, j'ai rencontré des musiciens fabuleux qui m'ont, je crois, donné confiance en moi en me disant « mais c'est bien ce que tu fais, c'est sympa, tu devrais... aller plus loin », et c'est ce que j'ai commencé à faire et ça m'a tellement plu que j'ai continué. Oui, d'ailleurs dans votre famille, je crois que votre frère vous disait vas-y fonce Tom. Oui, parce que mes chansons finalement, j'écrivais des chansons déjà à l'âge de 15-16 ans, mais encore une fois sans prétention, et j'ai petit à petit pris confiance en moi grâce à mon frère notamment et des copains. Je chantais dans les soirées quand j'étais vraiment dans un comité restreint, quoi. Et à partir de là, les copains m'ont dit « mais elles sont bien tes chansons, tu devrais peut-être songer à les enregistrer », et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, et ça a commencé beaucoup plus tôt, parce que déjà à l'école tout petit, votre matière préférée, Tom Frager, c'était l'expression écrite. Oui, vous êtes vraiment bien renseigné, ça fait plaisir. C'est vrai que, en fait, je crois que la musique m'a permis d'exprimer de la manière qui me correspondait, un regard sur les choses, sur les gens, sur le monde, et voilà, je trouve ça chouette de pouvoir... Et la création aussi, c'est quelque chose de très stimulant pour moi. J'adore créer des nouvelles chansons, des nouvelles mélodies, voilà, faire naître des choses. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que tout a commencé aussi petit à petit par le bouche à oreille, avec des vidéos diffusées pendant les matchs de surf. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait... Moi, j'enregistrais mes chansons. Par ailleurs, je surfais dans des vidéos de surf diffusées par les journaux nationaux de surf, etc. Et petit à petit, comme j'avais des copains qui produisaient ces vidéos de surf et qu'ils avaient besoin de musique pour agrémenter les images, je leur disais, allez-y, si ça vous plaît, prenez mes chansons, comme ça c'est cool pour vous, c'est cool pour moi. Et ça a commencé comme ça, donc j'ai eu d'abord ce noyau dur, la communauté du surf a commencé à me porter, et puis petit à petit ça s'est élargi, voilà, on a commencé à parler de moi sur les réseaux sociaux. Oui, et en progressant, parce que finalement, les mécanismes de composition, le solfège que vous avez appris à l'école, il a fallu en plus trouver votre style, c'était pas évident au départ, Tom Frager. C'était presque l'inverse, dans le sens où je crois que j'avais déjà un style et une manière de composer assez spontanée. Et même si j'ai fait cette école de musique et que j'ai effectivement intégré des bases de solfège, j'ai continué à travailler un peu de la même manière finalement qu'avant de faire cette école, c'est-à-dire de manière très autodidacte, à l'oreille, au feeling comme ça. Et ça fonctionne apparemment. Oui, et avec des antécédents musicaux, parce que je crois qu'il y avait un oncle qui faisait de la musique, et même votre père a fait un peu de guitare et a fait un peu de blues. Oui, en fait, tout le monde joue un peu de musique dans ma famille. Personne de manière professionnelle, mais j'ai des cousins,
mes deux grands-pères, pardon, étaient tous les deux musiciens. Ils improvisaient comme ça, du piano, de la guitare. Et puis voilà, là, tous mes cousins encore aujourd'hui. Voilà, très jeune, j'ai commencé à jouer un peu de batterie avec mon oncle, un peu de guitare avec un autre tonton. Et toujours à l'oreille? Toujours à l'oreille. Ils faisaient ça eux-mêmes d'ailleurs, ils improvisaient. Donc c'était assez instinctif, on va dire. Et Tom Frager, je crois aussi qu'on écoutait beaucoup de musique dans la voiture. Et ça, c'est grâce à votre mère que vous avez découvert certains musiciens. C'est vrai, je lui dois beaucoup. Surtout, je dirais, dans la chanson française. C'est elle qui m'a... je dirais, initié à Francis Cabrel, Renaud, Souchon, Woolsey. Et je suis très content de ça parce que ce sont des vrais musiciens, quoi. Voilà. Ça vous a influencé dans vos musiques? Beaucoup, beaucoup. J'ai commencé par, je dirais, utiliser mes influences plutôt anglophones au départ. Sting, Norah Jones, Ben Harper, Bob Marley... et ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais aussi et de plus en plus chanter en français. Et pour arriver jusqu'à cet album qui est 100% francophone. Dont on parlera tout à l'heure. Alors effectivement, le reggae, c'est important pour vous. Et votre influence, c'est Bob Marley. Vous l'avez découvert très jeune aussi? Très jeune en Guadeloupe, parce que tout le monde écoute du reggae là-bas. Oui. Mais pas seulement, c'est-à-dire que dans le milieu du surf, on écoute beaucoup de rock aussi, pour accompagner les images de surf. Donc j'avais cette... voilà, mes parents, ils écoutaient plutôt de la soul ou du blues, des fois un peu de jazz. Donc, mais Bob Marley, c'est une légende quand même. C'est une légende et c'est quelqu'un qui a porté la voix du peuple. Il arrive à une époque où c'est la guerre civile en Jamaïque, tout le monde se flingue dans les rues, c'était quand même assez incroyable. Et lui ramène une fierté nationale, une unité. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il est mort très jeune. Oui. Et il a reconnu de son vivant 11 enfants de 8 mères différentes. Oui, c'est sûr, il a pas chômé. Hein. Non, et on pense même qu'il y aurait plusieurs dizaines d'enfants non reconnus qui seraient aussi de Bob Marley. Je veux bien le croire. Et puis il y a quelqu'un aussi qui a compté dans votre carrière, dans vos repères musicaux, c'est Jason Mraz. Alors Jason Mraz, ouais, c'est un Américain. Un guitariste américain, oui. Voilà, qui a une voix magnifique et qui a sorti une chanson, je dirais, juste avant ou juste après Lady Melody, qui s'appelait I'm Yours, oui. Et que tout le monde a fredonné. J'aime beaucoup cet artiste, oui. Il y a des touches de funk, de jazz, de soul, beaucoup. Il a démarré aussi, lui, très discrètement, un peu comme vous. Dans un café, il n'avait pas assez de chansons, donc il refaisait 8 fois la mélodie en rajoutant Love, 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 et ça marchait. Oui, ça marche bien. Les Beatles sont là pour en attester. Hein. Voilà, et les Beatles, ça fait partie également de vos influences musicales. J'adore les Beatles. De toute façon, moi, j'aime tout ce qui est très mélodieux. J'aime quand il y a des vrais instruments qui jouent. Je préfère un enregistrement moins propre avec une vraie batterie, une vraie guitare, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne se perd pas. Il y a toujours des artistes qui font ça. Alors ce groupe avec lequel vous avez débuté, je précise que le premier album a dû vendre à 5000 exemplaires, ce qui n'était pas si mal que ça. Oui, pour un petit groupe du coin qui démarrait comme ça, on en a vendu 4-5 000 sur 4-5 ans. Hein. Alors c'est déjà pas mal, il y en a qui rêveraient de ce chiffre aujourd'hui. Comment est né ce groupe, Tom Frager ? Alors, il est né en partie de mon passage à l'école de musique, mais surtout de la rencontre de copains qui surfaient et qui étaient des vrais bons musiciens à l'époque et qui ont été séduits par mon répertoire. Je leur ai dit, je me souviens que le bassiste, c'était lors d'un match, un match amical de foot un dimanche. Je lui ai dit, je cherche un bassiste pour enregistrer des morceaux. Il m'a dit, j'arrive. Il se trouve que c'est à ce jour un des meilleurs bassistes avec qui j'ai eu la chance de jouer. Et puis ensuite, un autre copain qui bossait à Jiffy, et je lui ai dit, je cherche un guitariste. Il m'a dit, je lâche mon boulot chez Jiffy, je te rejoins. Et ça n'a été que ça, voilà. Et on s'est retrouvés 4 potes dans le sud-ouest à écumer les cafés-concerts et à aller surfer entre les répétitions. On a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup surfé aussi. Et vous avez repris une tradition, puisque Bruno Cocatrix, avant de diriger l'Olympia, était chef d'orchestre. Et il y avait un café à Pigalle, on arrivait, on disait j'ai besoin de musiciens. Les musiciens levaient la main, et c'est comme ça que les orchestres se construisaient. Oui, en tout cas, là, c'est vraiment une histoire de copains et... J'ai eu de la chance, je suis tombé, je crois, sur les bonnes personnes à l'époque. Et vous avez eu une autre chance, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 3 août 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Tom Frager.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tom Frager, 3 août 2009. Cette date, vous l'avez peut-être pas oubliée. En tout cas, l'été 2009, je ne l'ai pas oublié, puisque Voilà. ça correspond à Lady Melody. Et voilà, et c'est la sortie de cette Lady Melody. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me Alors voilà une belle aventure, Lady Melody, Tom Frager. Sacrée aventure, c'est sûr. Là, vraiment, je ne m'attendais pas à un tel succès avec cette chanson qui a été composée finalement dans mon petit studio là-bas dans les Landes, sous les pins, comme les autres chansons. Et encore aujourd'hui, je ne saurais vraiment expliquer qu'est-ce qui a fait que, mais en tout cas, le public s'est emparé de cette chanson. Les étoiles se sont alignées, on va dire. C'est-à-dire que cette chanson est sortie d'abord en digital, je crois. Oui, ça a commencé à être un succès à l'époque, ça s'appelait MySpace. Oui. Et on a commencé à voir, on avait fait un petit clip sur la plage, devant les vagues avec la planche. Vraiment un clip fait maison avec les dessins de mon frère qui est artiste, graphiste. Et puis ça a commencé à faire le buzz sur les réseaux. Et de fil en aiguille, eh ben, j'ai commencé à intéresser un attaché de presse qui lui est allé présenter à une radio. Et puis voilà, j'ai commencé à être diffusé alors que cette même chanson, je l'avais envoyée à toutes les maisons de disques. Personne ne m'avait répondu. C'est-à-dire j'ai envoyé, je crois, 100 disques. Personne ne m'a répondu. Et quand cette chanson, quand ce monsieur s'est intéressé à mon cas et que enfin quelqu'un s'est dit tiens, on va essayer de la diffuser pour voir un peu, cette personne a dit mais il est signé chez qui ce mec-là? Et on lui a répondu il est signé chez personne, c'est un surfeur du Sud-Ouest. Bon, et le gars a eu le courage, ça arrive je crois aujourd'hui assez peu, hein, pour ne pas dire pas du tout, mais en tout cas il s'est dit il est signé chez personne celui-là, c'est pas grave, on va essayer, on va passer sa chanson sur une énorme antenne, hein, que je ne vais pas citer, et du coup là le téléphone s'est mis à sonner, donc le gars s'est dit bon bah ça a l'air de prendre, on va continuer à le jouer, et là toutes les maisons de disques sont venues vers moi, toutes les plus grosses, pour signer l'album qui accompagnait Lady Melody et qui ensuite est devenu disque de platine, etc. Voilà. Alors, il y a un autre exemple dans ce même domaine. Linda Lemay, un jour, est découverte par Charles Aznavour et Gérard Davoust, un soir, dans un concert à Montreux, et s'avance vers elle un monsieur, directeur de maison de disques, je ne citerai pas non plus, qui dit « C'est formidable ce que vous faites, madame, est-ce qu'on peut se voir demain? Vous avez sorti un disque ?» Et elle répond « Oui, chez vous, depuis 2 ans, et personne s'en occupe. Génial. Je ne serai pas là demain, je pars au Québec. » Et Ça, c'est c'est génial. ainsi. Voilà, c'est ça. Là. Et- Oui, c'est difficile. Le temps est une denrée rare. Voilà, et les gens n'ont plus le temps. Donc, comme les gens n'ont pas le temps, forcément, c'est compliqué de ne pas passer à côté de certaines choses. Et bon, ouais. Voilà. Alors, cet album, il y a eu un album qui s'appelait Better Days Re-Edition, qui a été la suite logique de cette chanson. Et cet album a lui aussi été un énorme succès, Tom Frager. Mais oui, alors donc vous le disiez tout à l'heure, mon premier album, j'en ai vendu 4000 en 4 ans, et cet album-là, on en a vendu 100 000 en 4 mois. Parce qu'il y avait les radios, alors je suis devenu artiste France 2 de l'été, ça a été une médiatisation énorme. Et vous l'avez bien vécu ou c'était quelque chose qui vous passionnait pas forcément, Tom Frager? Je suis pas passionné par la notoriété, mais je mentirais si je disais que ça ne m'intéresse pas de réussir. Donc après autant de travail, de voir enfin les gens s'intéresser à mon travail, c'était chouette. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'ils s'intéressent à la globalité de mon travail, et ça a été un peu, pas un feu de paille, mais bon, parce que ça a été un beau succès. L'album disque de platine, c'est 150 000 albums vendus, c'est génial. Donc ça fait du monde qui écoute mon album dans sa globalité. Mais c'est vrai que quand même, le focus a été mis sur cette chanson, je dirais quand même au détriment de tout le reste. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Non, et c'est pour ça que vous faites vos albums tout seul, on va en reparler. Et vous êtes nommé, je crois, quelques mois plus tard au Energy Music Awards comme révélation de l'année. Et là, encore une fois, c'est une cérémonie, c'est pas tout à fait votre tasse de thé que pour le sportif. C'est pas spécialement ma tasse de thé, même si j'étais honoré d'être cité dans les révélations francophones. Voilà, après c'est une cérémonie. Oui, j'étais. C'est particulier de descendre d'une limousine en arrivant d'un hôtel 15 étoiles à Cannes pour une cérémonie telle que celle-ci, avec beaucoup de gens qui crient quand on donne votre prénom. J'ai pas été habitué à ça. Moi, je suis très heureux avec ma petite vie dans le Sud-Ouest.
j'habite à 200 mètres des vagues et il est là mon bonheur. Il est dans les vagues avec mon fils, avec mon frangin, mes potes. Voilà. Et il y a eu des vagues d'applaudissements quand même parce que vous avez fait au milieu de tout ça et ça vous a rendu très heureux, Tom Frager, beaucoup de concerts. 400 concerts en 7 ans, je crois. Oui, de toute façon, moi j'adore le live parce que je crois que je fais de la musique pour dire des choses, j'ai besoin sans doute d'exprimer certaines choses, mais donc il y a un côté, il faut le dire, quand on est artiste, on s'écoute beaucoup, on est dans son studio, un peu seul à essayer à s'écouter pour raconter des choses, mais je trouve que la partie la plus sympa, c'est quand même quand on va partager tout ça, et qu'on n'est plus juste en train de s'écouter, qu'on partage avec les musiciens d'une part, mais aussi avec le public qui nous le rend bien. Donc, Et en plus, vous avez fait toutes sortes de concerts. Vous avez fait, je crois, Tom Frager, beaucoup de premières parties. Alpha Blondy, Toots, Patrice Grundeschen, enfin des tas de choses. Des artistes qu'on ne connaît pas forcément, que le grand public ne connaît pas, mais dont vous assuriez la première partie et ils vous ont repéré. Oui, alors j'ai eu la chance, parce que pour moi c'est la meilleure des écoles de faire des premières parties, parce que c'est vrai que parfois c'est souvent ingrat, les gens viennent pas pour vous écouter, ils viennent pour écouter la star qui va arriver juste après vous. Bien souvent d'ailleurs on joue à des heures où la salle n'est pas encore pleine. Et c'est lorsque vous avez terminé qu'au moment de sortir de la scène, vous voyez cette salle qui est remplie à craquer, qui attend la personne d'après. Mais c'est une super école et j'échangerai pour rien au monde cette école de la vie, voilà. Et donc oui, c'était un honneur. Alpha Blondy, qui est sans doute le chanteur d'Afrique francophone le plus connu de tous les temps. Et puis d'autres après. Voilà. À chaque fois, vous bavardiez avec eux, vous donnez des conseils, pas à chaque fois, parce que c'est aussi des gens qui sont très pris, très demandés. Alors, mais quand même souvent, c'est vrai. J'ai pu échanger quelques mots avec Alpha Blondy et avec d'autres. De mes idoles, quoi. Et alors il y a eu aussi les Francopholies et d'autres festivals. Ça aussi, ce sont des grands moments de Tom Frager. Oui, les Francopholies à La Rochelle. Alors j'ai pas eu la chance de monter sur la grande scène. J'espère que ça viendra. Mais j'ai joué à l'époque sur une scène qui s'appelait la scène de l'Horloge, qui était malgré tout une scène d'une belle taille, et j'avais partagé cette scène à l'époque avec un artiste qui a émergé au même moment que moi, qui s'appelle Ben Oncle Soul, et que j'aime beaucoup parce que justement c'est un musicien fantastique, un mec très cool, et donc voilà, c'est un bon souvenir. Et il y a eu aussi, et c'est peu connu, et ce sont les extravagances de Biarritz. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça justement c'était la première partie d'Alpha Blondy et de Toots and the Metal. C'est donc c'est le stade Aguilera, si je dis pas de bêtises, à Biarritz. Et voilà, c'est un grand stade c'est un festival avec des artistes. Et c'est votre région, puisque vous habitez à Cap-Breton, qui est un port de plaisance et un port de pêche actif. D'ailleurs, on disait qu'on peut aller jusqu'à Terre-Neuve en partant de Cap-Breton. Ah bon? Oui. On peut aller pêcher la morue jusqu'à Terre-Neuve à partir de là. Ah oui. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on est une des rares criées en France à pouvoir acheter le poisson avant qu'il ne soit mis en vente. Donc ça, c'est quand même chouette de pouvoir aller acheter son poisson auprès du pêcheur à un prix tout à fait beaucoup moins cher que dans les magasins, quoi. Et puis surtout, on sait qu'il est frais, il vient d'être pêché. Alors il y a cette région, mais il y a aussi une autre que vous avez chantée en pensant à Laurent Voulzy. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour. Chanson très belle de Laurent Voulzy. Pourquoi l'avoir repris, Tom Frager? On m'avait proposé de participer à un projet à l'époque qui réunissait des artistes de la Caraïbe. Compilation Tropical Family. Voilà, Tropical Family. Et j'avais souhaité reprendre cette chanson que je trouve très belle en version un peu reggae, puisque moi j'ai moi-même grandi en Guadeloupe et donc je connais bien Marie-Galante. Et ça me parle, cette chanson. Et vous avez un point commun avec Laurent Voulzy, car vous habitez le Pays Basque, et lui a découvert la chanson à 4 ans en écoutant Luis Mariano du Pays Basque. Alors déjà, je ne savais pas. Laurent Voulzy habite au Pays Basque ? Non, il a écouté Luis Mariano, il avait 4 ans, d'accord. Et il s'est pris de passion pour Mariano, et c'est comme ça qu'il a commencé dans la chanson. Ah d'accord. Et Mariano, c'est une idole de votre région. Ah bah oui, ça, alors là, tout le monde le connaît, évidemment. C'est Arcang, oui, le Pays Basque. Alors, curieusement, vous avez donné l'exemple aussi, parce qu'il y a d'autres champions de surf qui se sont mis à chanter, à faire de la musique, comme Tom Curren, qui est un grand champion. Oui, alors je ne lui ai pas donné l'exemple parce qu'il a 10-15 ans de plus que moi, mais alors justement, Tom Curren fait partie de ces champions que j'allais voir sur la plage à Osgore quand j'étais gamin. J'avais
J'avais 10 ans, et lui, il était triple champion du monde de surf, un Californien. Et la vie est quand même extraordinaire, parce que ce mec-là que je regardais avec des étoiles dans les yeux, je lui courais derrière sur la plage pour espérer avoir une petite signature. Je me souviens sur mes autocollants de surf. Et ben, 25 ans plus tard, on enregistre une chanson ensemble qui figure sur l'album de Lady Melody, avec ce grand champion qui est un mec génial en plus. Et on partage les mêmes goûts musicaux pour la musique folk. Voilà, lui, c'est très, très Bob Dylan ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Et les amateurs de surf connaissent un autre dieu qui est Duke Kahanamoku. Vous le connaissez? Il a sa statue à Hawaï. C'était pratiquement l'inventeur du surf d'aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est Duke est c'est une légende. Alors, il était, je crois, nageur, lui. Il était nageur. Il a eu la médaille d'or aux 100 mètres nage libre des JO de Stockholm en 1912. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez rare. Suffisamment rare pour le souligner, c'est rare qu'on voit des gens de couleur nager comme ça, donc je pense que ça a aussi fait contribuer à cette légende. Tout le monde était hyper content de voir un nageur justement venu d'Hawaï qui remportait comme ça les médailles. C'est une belle histoire. Et une belle histoire qui a continué, c'est celle de la chanson avec cet album Carnet de route où il y a entre autres No Guns. À partir de demain, no guns, no guns, no guns. Ça nous mène à rien. No guns, no guns. Alors ça, c'est un album style reggae. C'est-à-dire que vous avez touché à tous les styles. Et là, c'est l'album reggae, je crois, Tom Frager. Sur cet album, il y a davantage de reggae avec des cuivres. Effectivement, il y a justement un duo avec un confrère d'Alpha Blondy qui s'appelle Tiken Jah Fakoly, qui est une grande référence du reggae francophone aujourd'hui, et avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de partager une chanson. Je suis allé à Bamako chez lui pour faire un clip et tout, alors que c'est pareil, c'est quelqu'un que je regardais en concert avec des yeux écarquillés. Donc voilà, Carnet de route, c'est donc mon dernier album en date. Il est sorti, il est arrivé le même été que mon fils, en 2013. Et depuis, je me suis occupé de mon fils et j'ai préparé ce nouvel album. Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais je signale quand même que vous avez le courage, la volonté du sportif, car cet album est sorti sans maison de disques, comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est vrai, alors moi, j'ai connu le soutien des maisons de disques lorsque Lady Melody a commencé à fonctionner. Oui. Et puis, j'ai perdu le soutien des maisons de disques lorsque tout ça s'est terminé. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense que le public aujourd'hui se demande, beaucoup de gens m'écrivent pour me dire, mais comment ça se fait que tu as disparu des radars? Je dis, c'est très compliqué la musique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a Moi, je n'ai jamais arrêté de faire de la musique, oui, ni même de tourner, puisque je suis intermittent du spectacle, je suis sur scène 50 fois par an. Mais pour le grand public, j'ai disparu, parce que je suis plus à la radio, sauf ici avec vous aujourd'hui. Voilà. Et justement, on va vous écouter dans ce nouvel album, avec la date d'aujourd'hui, le 28 juin 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Tom Frager. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Tom Frager. Aujourd'hui, 28 juin 2019, aujourd'hui, enfin, l'album que vos fans attendent depuis longtemps, Au large des villes. Un album qui a été plusieurs fois remis en question, je crois. Oui, c'est un album sur lequel je travaille depuis longtemps. C'est sans doute l'album qui m'aura demandé le plus d'efforts, parce que, pour différentes raisons. D'abord parce que j'avais profondément à cœur de m'offrir un nouveau départ artistiquement, un nouveau regard sur ce que j'avais envie de proposer. Et pour ça, il a fallu que je prenne le temps de vivre vraiment, de vivre des choses tout simplement, de voyager, de rencontrer des gens, de devenir père, pour avoir des belles choses à raconter. J'avais envie d'un album dont le fond autant que la forme serait abouti à mes yeux. Voilà. C'est ce que m'avait raconté un jour Charles Aznavour quand il habitait chez Edith Piaf pendant 8 ans. Il n'avait pas un sou. Elle lui donnait de l'argent en lui disant va boire, va te draguer, va te saouler. Comme ça, tu auras des histoires que tu pourras raconter dans tes chansons. Tout à fait. Des amours qui fonctionnent ou des amours qui ne fonctionnent pas, peu importe. Finalement, il faut vivre des choses, qu'elles soient gaies ou qu'elles soient tristes, pour avoir des choses à raconter ensuite. Alors, on va écouter quelques extraits de cet album, Au large des villes, donc qui sort aujourd'hui. Tom Frager, on en a le privilège et l'exclusivité à l'avant-première. Premier extrait, L'étranger. J'ai écrit mon nom en 2 ou 3 tours, en 2 ou 3 lettres.
j'ai fait le grand saut. L'étranger, c'est une chanson qui n'a rien à voir avec le roman d'Albert Camus. Non, ça n'a rien à voir. Je l'ai étudié à l'école, mais il y a bien longtemps, je ne pourrais pas vous en reparler aujourd'hui. Moi non plus. Et donc, pourquoi cette chanson? C'est une chanson qui parle de partir et de devenir l'étranger de quelqu'un d'autre. Et je crois qu'il y a une grande richesse à devenir l'étranger de quelqu'un d'autre. Oui, et vous êtes beaucoup parti, puisque d'après mes calculs, vous avez donné plus de 1500 concerts. C'est ça. J'ai beaucoup voyagé d'abord, comme je le disais en début d'émission, pour suivre mes parents, mon père qui travaillait d'abord en Afrique, ensuite en Guadeloupe, voilà. Et puis ensuite j'ai voyagé avec l'équipe de France de surf. Comment vous êtes au arrivé Brésil, en Australie. Mais comment vous êtes arrivé dans cette équipe de France de surf? Mais donc suite à la première date que vous avez citée, où je suis devenu vice-champion de France junior, j'ai été repéré par donc les sélectionneurs de l'équipe de France qui m'ont convié à participer au stage de qualification. Et là, je me suis qualifié et je suis entré dans l'équipe de France. Donc j'ai voyagé ensuite avec cette équipe. Et puis ensuite, la musique m'a fait beaucoup voyager parce que je suis allé chanter voilà, jusqu'en Australie, en Afrique francophone beaucoup, dans les dom-toms, en Suisse, au Portugal, voilà. Parmi vos références de voyage, il y a Bernard Lavilliers, qui lui aussi a beaucoup voyagé. J'aime beaucoup Bernard Lavilliers, je trouve que c'est quelqu'un de profondément authentique, justement, qui a des choses à raconter, et j'aime les artistes qui ont des choses à raconter. Je me lasse très rapidement d'une chanson si ça parle de Passe-moi ton 06 bébé, par exemple. Voilà, j'ai besoin que ça dise des choses et que ça défende des choses. Voilà. Il a beaucoup vécu des histoires insensées, parfois romancées. Sans doute. Mais il a découvert la poésie lorsqu'il s'est retrouvé en prison à Saint-Étienne. Et il a découvert Prévert en prison et ça ne l'a plus quitté. Il a eu envie de chanter. Oui, on ressent chez lui un amour très fort de la langue française et de la poésie. C'est ce que j'aime chez des artistes comme lui, mais aussi comme Francis Cabrel, par exemple. Voilà. Et moi, j'aime aussi les chansons de Tom Frager. On en écoute une autre. Allez, couvre-toi, mon grand. Dis-moi à quoi ça sert de vouloir tout savoir tout le temps et de parler au courant d'air. Comme un soleil dans son écrin. Et sans en avoir l'air, c'est ton sourire qui ce matin est venu bouleverser mon univers. Je ne sais pas grand-chose. Ça, c'est une chanson de rêve pour le garçon qui a changé votre vie, Tom Frager. Exactement, l'amour de ma vie. Un petit garçon de 6 ans aujourd'hui. Et c'est sans doute une des chansons qui m'a demandé, je dirais, le plus d'amour, parce que j'ai mis tout ce que j'avais dans ces mots. Quand on s'adresse à son petit garçon, on sait que c'est une chanson qu'il écoutera probablement un jour où je ne serai plus là, donc il faut que les mots soient justes. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, cet album-là, étant donné que c'est le premier album que je sors depuis sa naissance, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire quelque chose de profondément abouti, quoi. Oui, car cet album a changé votre vie, car cet enfant, vous l'avez élevé, vous avez même arrêté vos voyages lorsque cet enfant est né, Tom Frager. Oui, j'ai été obligé de mettre en partie ma carrière de côté. C'est aussi ça, la vie. J'ai une vie d'artiste, une vie de sportif, mais j'ai dès lors qu'il est arrivé, avant tout une vie de père maintenant, et du coup il est ma priorité absolue, évidemment. Mais cet album, pourquoi avez-vous mis autant de temps à le sortir? Parce que personne n'en voulait? Expliquez-nous, Tom Frager. Oui, il y a de ça, c'est-à-dire que une carrière, c'est aussi, elle est aussi construite par l'intérêt que nous portent les professionnels du métier. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une telle... Il y a tellement de choses qui se font que c'est très compliqué d'être toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc voilà, j'ai fait le choix de construire ce projet d'une manière peut-être un peu plus indépendante, mais très authentique, et de m'entourer des gens avec qui je me sens bien, pour faire un album qui me ressemble profondément et qui ne soit pas marketé. Voilà. Voilà. Et surtout avec une mentalité sportive, quoi qu'il arrive, on sait que c'est une épreuve et qu'il faut gagner au bout.
Et oui, mais je crois que j'ai déjà gagné du simple fait que cet album va voir le jour. Quand on fait de la musique au quotidien, quand on a la chance de faire ce métier-là plutôt qu'un métier extrêmement... Il est éprouvant ce métier, mais j'allais dire, je vais pas travailler le matin à 5h du matin à l'usine, donc je peux pas me plaindre, je suis déjà gagnant. Voilà. Et il y a une autre chanson aussi très belle sur cet album, c'est Petite Sista. Elle a pigé depuis longtemps, c'est pas toujours comme on veut. La réalité c'est que bien souvent, on fait du mieux qu'on peut pour rester heureux. Elle écrit sur du papier quelques secrets pour gommer ses chagrins. Il y a un côté île lointaine dans cette chanson. Oui, c'est une chanson qui vient de loin aussi, celle-ci, parce qu'elle était sur mon tout premier album et comme je l'ai chantée pendant toutes ces années, pendant 15 ans, c'était une chanson qui sortait un peu du lot. Souvent les gens me disaient elle est très belle celle-là, et j'ai eu envie de la revisiter dans ce nouvel album. Et puis il faut savoir que vous avez quand même fait 3 clips avec Lucie Lucas, qui est une comédienne qu'on voit dans la série Clem. Tout à fait. Alors ça, c'est assez récent. Pour défendre cet album sur les réseaux sociaux et pour le défendre en images, j'ai fait appel à Lucie Lucas, qui est ma cousine en réalité. On n'en avait jamais parlé avant, mais ça faisait déjà très longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et du coup, je suis ravi parce qu'elle a accepté de venir jouer le rôle principal dans ces 3 clips. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, je ne sais pas si vous le savez, dans Clem, à un moment, il y a une scène où elle tient un bébé contre sa poitrine, qu'elle est en train de nourrir, et Victoria Abril a révélé que ce bébé, c'était Lilou, le fils de Lucie Lucas. Ah non, je savais pas qu'elle avait mis... Ce bébé est dans la saison 2 de Clem. D'accord. Bon, vous pourrez lui en parler la prochaine fois que vous la verrez. Mais ça m'étonne pas tellement parce que Lucie, c'est une personne vraie. Elle est très engagée sur l'écologie, mais dans son quotidien, je veux dire. C'est pas juste une image qu'elle se donne. Et on se rejoint là-dessus. On a, pendant le tournage du clip justement à Cabreton, organisé un ramassage de déchets sur la plage pour montrer que on vient pas juste là sur la plage pour tourner notre clip, mais que c'est important, quand on vient à la plage, on repart avec un déchet. Alors justement, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Les enfants et les ados font des ramassages, même dans les rues, dans le lycée. J'aimerais que plus de monde le fasse. Oui, il y a une collecte des déchets qui est faite dans les collèges aujourd'hui. Très bien. Je l'ai vécu il y a pas longtemps, mais vous avez été un pionnier là aussi. Quand personne ne parlait d'écologie, Tom Frager. Je sais pas si j'étais un pionnier, mais en tout cas, j'ai grandi sur les plages du monde. Je me sens légitime de parler d'écologie, notamment d'écologie marine. C'est pour ça que je représente l'association Surfrider Foundation, qui est une association qui œuvre véritablement et qui a contribué à faire passer l'amendement concernant l'usage des sachets plastiques, l'usage unique là. Donc voilà, ils travaillent très bien ces gens-là et j'essaye de les soutenir du mieux que je peux. Également une association qui s'appelle Cœur de Forêt et encore une autre qui s'appelle Cétacie. Je prends le temps de les citer parce que ce sont des gens qui au quotidien se battent pour ce qui me semble être l'essentiel, quoi. L'écologie, c'est la base. Quand on jette son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture, on ne respecte pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Il y a une image qui court sur Internet. Un chauffeur de taxi avait un passager dans sa voiture. Il a jeté son mégot par la fenêtre. Le chauffeur de taxi l'a sorti de la voiture et l'a laissé sur le bord de la route. Bravo, parce qu'il faut... de toute façon, je crois que l'écologie, c'est aussi une affaire d'éducation. Il faut prendre conscience des choses. C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un à qui on n'a pas expliqué. Il faut éduquer les consciences. Donc moi, j'essaie de le faire à ma petite échelle, à travers des chansons, parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui m'écoutent. Alors voilà, j'en parle. De la même manière que les rappeurs sont légitimes lorsqu'ils parlent des problèmes de la rue. Moi, je suis légitime, je crois, de défendre, en tout cas, c'est mon cheval de bataille. Et vous le faites depuis un temps où on n'en parlait pas encore autant qu'aujourd'hui. L'album Carnet de route, c'était aussi pour défendre l'écologie. Probablement, mais alors déjà Carnet de route, c'était donc mon 3e album. Avant ça, il y avait l'album avec Lady Melody, dans lequel il y avait déjà des chansons qui parlaient d'écologie, mais surtout, mon tout premier album en 2006 parlait d'une marée noire causée par un bateau qui s'appelait le Prestige, oui, à l'époque, et on surfait nous sur les plages des Landes et on voyait des quantités de mazout arriver, les oiseaux qui mouraient sous nos yeux. Enfin, c'était abominable. Et il faut que, à un moment donné, il va falloir que les enjeux économiques cèdent un peu de terrain, je crois.
À l'écologie. Ouais. Et il y a une chanson aussi qui évoque ce sujet indirectement, c'est Quand reviendront les colombes, par Tom Frager sur cet album. Quand le calme reviendra, elles voleront devant. Le jour se lèvera là, sur le village blanc. Les gamins sortiront sur la place de l'école. Cette chanson, finalement, vous en rêviez depuis des années. Vous aviez l'impression de vous battre dans le vide, Tom Frager. C'est une chanson qui parle surtout d'un retour à la paix, tout simplement. Les colombes qui symbolisent la paix. C'est vrai que peut-être c'est un peu utopique d'imaginer que ce jour se lèvera comme ça, comme un soleil qui se lève sur la planète et qui avance, vous voyez, qui fait reculer l'ombre. Voilà, cette chanson, elle parle de ça. Elle clôture d'ailleurs cet album qui sort aujourd'hui. Album sur lequel il y a une autre chanson, c'est Reste un peu. Est-ce que c'est là qu'on va quand tu me dis reste un peu, dépose tes affaires. Je te jouerai les chansons que tu préfères. Le monde peut courir tant qu'il veut. Alors, la chanson, ça n'empêche pas le surf qui continue. Vous avez, je crois, ouvert un camp de surf au Maroc, Tom Frager. Tout à fait. C'est vrai que on m'a souvent dit mais ça te manque pas de pas enseigner le surf et tout. C'est vrai que moi j'étais dans le haut niveau, alors j'enseigne pas moi directement, mais j'avais à cœur de partager ma passion pour le surf. Je crois que un jeune qui s'adonne au sport, bien souvent c'est là qu'il met son énergie plutôt qu'ailleurs ou dans des travers quels qu'ils soient. Et donc, je prône le sport, quel qu'il soit. Alors, le surf, pour moi, allez jouer au foot. Offrez des ballons de foot à vos enfants plutôt que des pistolets ou des choses comme ça. Il faut les pousser à faire du sport. Voilà. Vous continuerez entre le sport et la chanson ? Ouais, j'ai trouvé mon équilibre là, voilà. entre les deux. Ouais. Cet album est sorti au large des villes, il y aura des concerts, je suppose. Bien sûr. Je vais jouer, alors c'est vrai que je vais jouer beaucoup dans le sud-ouest cet été. Où on nous écoute beaucoup. À Bordeaux le 3 juillet, à Toulouse le 5 juillet, à Bayonne le 6 juillet. Alors souvent je reçois des messages, mais pourquoi tu viens pas chez nous dans le nord, dans l'est ? Et en fait, j'attends que ça, je rêve de venir chez vous. Pour ça, il faut qu'il y ait du monde au rendez-vous pour cette sortie d'album, parce que plus on sera nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc c'est là que j'ai vraiment besoin de réunir du monde pour me donner du poids et pouvoir ensuite convaincre des producteurs de venir chanter chez vous avec plaisir. Vous y arriverez, j'en suis convaincu. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir aujourd'hui baptisé cet album au large des villes. Merci infiniment. Et bravo de votre acharnement et de votre talent. Merci Tom Frager, et vous revenez quand vous voulez ici à Sud Radio. Nous aussi, on surfe sur la vague du succès. Merci Jacques. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne